Alors, bonjour à tous, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, c'était une rencontre que je voulais faire depuis longtemps, puis ça s'est présenté donc aujourd'hui, Françoise Bercla de La Liseuse pour le numéro 88 de MPCM. Alors, deux petites lectures que je propose moi-même pour commencer. D'abord, en ces temps de guerre, je vous conseille de vous procurer le numéro spécial du Monde diplomatique, Manière de voir, sur comment faire la paix. Je crois que c'est la grande question que chacun doit se poser aujourd'hui. Et c'est un numéro fantastique. Et puis alors, il y a un livre que je vous recommande à titre personnel, avant de parler des trois livres que va nous conseiller Françoise Bercla. On va sûrement en parler de beaucoup plus, mais les trois qu'elle a choisis particulièrement aujourd'hui. Moi, personnellement, je vous conseille Éric Sadin. Il pense l'intelligence artificielle et il pense également cet anti-humanisme radical qui guette derrière l'intelligence artificielle. Je vous le conseille absolument. Alors maintenant, Françoise Bercla nous a amené trois livres. Elle connaissait un peu le principe de l'émission. On va sûrement parler beaucoup plus de livres. Mais le premier, elle va probablement nous lire un extrait, c'est le livre de Marguerite Burnat-Provin, Le livre pour toi. Alors, elle va peut-être le pitcher rapidement, et nous expliquer pourquoi ce premier choix. Rapidement, c'est complètement difficile parce que c'est vraiment un livre qui a été extrêmement important pour moi. Disons plutôt que c'est Marguerite Burnat-Provin qui a été extrêmement importante. Parce que j'ai fait des études de lettres et puis quand je cherchais un sujet de mémoire, j'ai été chez mon prof de français. Il y en avait un qui s'occupait de littérature suisse parce que j'avais pas tellement envie de rabâcher tous les auteurs connus. Et c'était à l'époque, je dis franchement que ni au collège ni à l'université, on nous avait tellement parlé de littérature suisse. Et je pensais déjà qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Et vous vous rendez compte, et c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que c'est mon professeur de français, qui était français, qui m'a proposé de faire quelque chose sur Marguerite Burnat-Provin. Et moi, honnêtement, bon, j'étais jeune à l'époque et les choses s'étaient passées il n'y a pas si longtemps par rapport à maintenant, mais je n'en avais jamais entendu parler et j'ai été séduite. Et je trouve drôle que ce soit un Français qui me propose un auteur valaisan, alors qu'il ne savait peut-être même pas que j'étais valaisanne. Et moi, ça m'a complètement changé l'idée que j'avais du Valais. Donc, pas seulement ce livre, mais Marguerite Burnat-Provin, parce que j'avais aucune idée que le Valais vivait au temps du Moyen-Âge, en 1904, au moment où elle était en Valais. Et ça m'a fait un petit choc, parce que justement, après, je me suis un peu renseignée, j'ai vu qu'il y avait, par exemple, on vivait avec des traditions moyenâgeuses, il y avait la confrérie du Saint-Sacrement, par exemple, qui circulait dans les rues du village, avec habillé comme le Ku Klux Klan, avec des habits blancs, avec une cagoule, avec juste des yeux. Il y avait tout le temps les revenants, la peur, l'enfer, etc. Et Marguerite Burnat-Provin qui arrive, c'est une Française, c'est une femme qui a fait les beaux-arts à Paris et qui est venue s'installer à Savièse. Sa vie a été compliquée au départ parce qu'elle avait épousé Provin, c'est pas un nom valaisan, contrairement à ce qu'on croit, c'est un nom français. Elle avait épousé un architecte vaudois. Elle s'était trouvée dans les milieux de veuvets assez protestants, encore pire que les catholiques. Et elle avait été très contente que le peintre Bieler l'amène à Savièse avec une colonie de peintres. Et c'était... Alors tu nous as proposé un petit extrait là, je crois, voilà, préparé. Parce que je vous raconte ça au départ pour vous raconter que cette femme arrive. Donc moi j'ai fait mon mémoire sur Marguerite Burnat-Provin qui était un peu le lien parce qu'elle était connue comme peintre. Et puis dans ce livre, les petits tableaux valaisans, il y avait déjà beaucoup de textes. Et elle s'est mise à écrire un livre en 1906 qui a fait vraiment scandale, non seulement en Valais mais partout. Parce que voilà qu'elle est encore mariée, qu'elle est venue avec ses peintres et qu'elle est tombée folle amoureuse de Paul de Kalbermatten, qui était quelqu'un de la bonne société valaisanne. Elle a une passion incroyable, torride pour lui. Elle a eu l'audace de l'écrire dans un livre en 1906. Ce livre paraît, c'est un livre extrêmement sensuel. En plus, elle se baignait nue à la fontaine, elle faisait vraiment ce qui lui plaisait. Elle chante cette passion torride avec des mots très sensuels. Et on peut dire, je crois que c'est avec elle que la littérature valaisanne a commencé, parce qu'avant c'était plutôt des chroniqueurs ou des choses comme ça. Il n'y avait pas de véritable écrivain qui vivait. Voilà. Alors je fais un peu long, mais... Non, mais vas-y, tu nous mets l'eau à la bouche, alors le petit passage. Oui. Je suis restée pâle de tes caresses, pâle à défaillir dans le jour qui montait.
et j'ai senti autour de mon cœur un anneau d'acier. Tu as tordu mes bras et desséché mes lèvres, mes pieds sont brisés aux chevilles, mes genoux douloureux, mes flancs exténués, et ma peau brûle de tes morsures. Voilà. Bah, tu mets l'eau à la bouche. Donc, comme ça, vous voyez ce que ça a pu provoquer en Valais et ailleurs. Exactement, exactement. Puis alors là, un deuxième livre dans un tout autre genre, c'est de Ahmet Altan, Madame Hayat. Je ne l'ai pas lu. Et alors, dis-nous pourquoi il faut le lire. Ah, c'est un livre incroyable, c'est l'histoire de... Déjà, Ahmet Altan est un journaliste turc qui a été condamné en premier temps à perpétuité. Il a réussi à sortir peut-être grâce aux éditions Actes Sud qui avaient publié son roman. Et ça, c'est son deuxième livre. Il est de nouveau emprisonné dès qu'il a pu ressortir. Et il écrit ça en prison. Et c'est de nouveau aussi, je dis bien, une histoire de passion amoureuse, mais pas que. Je suis obligée de dire dans les livres qui me plaisent, il n'y a pas que, mais il y a souvent des histoires d'amour assez fortes. Et c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est fait pour la littérature, il part faire des études, il rencontre très vite une femme qui a 25 ans de plus que lui, qui lui apprend la vie en fait. Et puis en parallèle, il a aussi une jeune femme qui a son âge. Et il est vraiment préoccupé de toute cette initiation et il ne voit pas que son pays est en train de vivre sous la dictature. Et tout à coup, il s'en rend compte un jour où il y a des camarades qui se font arrêter et qui se font même emprisonner. Et là, il se met à s'engager, il s'engage totalement. Mais il y a un jour où justement, il a le choix parce qu'il est menacé, donc il a le choix entre partir ou rester. Là, sa jeune amie lui dit viens, on part. Et voilà aussi tout l'enjeu de ce livre, de voir jusqu'à quel point on peut s'engager, qu'est-ce qu'on risque, si on est vraiment d'accord de prendre ces risques, et tout ça dans une histoire de vie. Et je trouve que ça humanise toutes ces choses de l'engagement, de pas l'engagement, de l'amour. Et moi, ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans ce livre, c'est que ce sont ces deux femmes, la plus âgée et la plus jeune, qui ont toute une mentalité différente, qui apprennent la liberté à ce jeune homme. Alors, c'est un choix également de Daniel Pénac, hein, c'est pas n'importe qui. Vous n'oublierez jamais Madame Hayat. Donc, c'est le livre de Ahmet Altan, Madame Hayat. Et puis le troisième, alors là, on est du côté de l'Espagne, Mario Vargas Llosa, Tours et détours de la vilaine fille. Alors, dis-nous, oui, pourquoi ce livre? J'ai connu ce livre en 2010 parce que j'avais jamais rien lu de Mario Vargas Llosa. Et voilà qu'il a reçu le prix Nobel de littérature et je me suis demandé à quoi correspondait un prix Nobel, enfin un livre qui a, enfin c'est ce livre, mais pour l'ensemble de son œuvre, qu'est-ce que faisait de particulier ce Vargas Llosa? Et dès que j'ai lu ce livre, j'ai pensé qu'il méritait ce prix parce que d'abord, c'est de la littérature d'Amérique du Sud et ils ont vraiment, les auteurs latino-américains ont l'art de raconter et ils font vraiment œuvre de littérature parce que justement, il y a des odeurs, il y a des couleurs, on sent les choses, ils les racontent d'une manière géniale. Et c'est l'histoire d'un jeune garçon qui à 15 ans s'éprend d'une fille de son âge et appelle, elle est conquise, qu'elle disparaît. Donc il a beaucoup de chagrin, mais enfin il fait sa vie, il est traducteur et interprète, il va à Paris, il aime Paris. Et voilà qu'à Paris, on lui présente une fille et c'est de nouveau sa jeune chilienne parce qu'elle était chilienne. Et c'est le fil du livre, mais comme il est traducteur, il nous fait passer dans tous les... En fait, à travers cette histoire d'amour, il y a toute l'histoire de 1950 à 2000 du XXe siècle parce que comme il est traducteur, il va dans tous les pays du monde, là où il y a la révolution à Cuba, où il y a les babacools à Londres, après on le retrouve au Japon, on les retrouve partout et lui il reste sur le chemin parce qu'il pense que cette passion amoureuse est assez dangereuse, donc le fait que comme il est traducteur, il n'est pas obligé de prendre part et c'est pour ça qu'on voit tous ces conflits, comment ils sont appréhendés d'une manière un petit peu neutre puisqu'il ne prend pas parti. Je ne me suis pas demandé comment ça se fait que tu es entré dans le livre. À mes autres invités, je leur demande tout le temps. Mais à toi, j'ai envie de te demander ton souvenir de ton premier livre, ton tout premier livre, aussi lointain que tu peux te remettre, puisque tu as connu des milliers et des milliers de livres, mais ta première lecture ou ton premier souvenir de lecture.
Alors, moi, je trouvais que quand j'étais enfant, les livres n'étaient pas très jolis. Je n'aimais pas, je les trouvais sévères, avec ces petites vignettes. Je n'ai pas été... Bon, on nous racontait beaucoup d'histoires à la maison, donc ça palliait un peu les livres. Mais vraiment, de l'enfance, je n'ai pas tellement eu des coups de cœur. Par contre, je me rappelle de mon premier livre quand j'avais 14 ans. C'était un livre de Troya. Il s'appelait, je crois, Les Compagnons du Coquelicot. C'était tout. Il y avait 5 volumes. Et je m'en souviens surtout parce que jusque-là, j'avais des lectures un peu guidées. On me disait qu'il fallait lire ceci ou cela. Et cette fois, j'ai dit non, je vais seule à la médiathèque. Et je ne sais pas pourquoi, je suis tombée sur ces 5 volumes que j'ai dévorés. Ouais. Voilà, quelle partie, c'est un historien, enfin, il s'inscrit souvent dans les histoires, c'est quelle partie Oui, alors c'était dans la littérature russe, c'était aussi toute une histoire très dense de littérature russe, avec aussi une grande histoire d'amour. Et c'était la première fois que c'était pas un livre pour adolescents non plus, ni de ces petites revues qu'on lisait quand on avait 13-14 ans. C'était vraiment le premier vrai roman. Il était tellement bien, c'était tellement bien raconté, les Russes aussi. Il racontait assez quand bien. Je parle avec Françoise Berclade Zermatten, il y a aussi ce nom de Zermatten, Maurice Zermatten. Alors j'aimerais que tu nous parles de ton père et de son rapport au livre. Comment toi, après toute cette carrière de libraire, tu vois le rapport de ton papa au livre en général? Oui, alors pour lui c'était important, je me rappelle. C'est un militaire, hein, il faut dire, il est aussi militaire. Mon père, moi je ne l'ai pas connu comme militaire, moi je l'ai connu au contraire comme quelqu'un de très souple, de compréhensif. Il avait beaucoup d'humour, ce qu'on ne sait pas forcément, et il nous racontait des histoires justement, et jusque tard, il me racontait tout le temps des choses. Mais par contre, il pensait peut-être à 11 ans, il m'a dit qu'il fallait que je lise Le Grand Monde, mais moi j'ai rien compris à ce Grand Monde, et puis je n'osais pas dire. Alors je ne voulais pas dire que je ne comprenais pas, parce que je sentais qu'il me faisait confiance de comprendre celui. Donc après, puis je pense, comme il avait aussi des fils, j'avais l'impression qu'il avait plutôt tendance à avoir des conseils pour des garçons. Et moi, j'étais déjà assez romanesque, donc c'est pour ça qu'après, à la bibliothèque, ça a été un acte d'indépendance totale. J'étais toute seule à faire mes choix. C'est le contraire de ce qu'on pourrait imaginer. Oui. Non, mais après, ça a été différent, mais je me rappelle aussi qu'il nous disait qu'on perdait notre temps si on ne lisait pas. Et moi, dans un premier temps... C'est un bon conseil. C'est maintenant que j'ai compris ce que ça voulait dire à 13-14 ans. Mais ben, j'étais plutôt attirée par la découverte de la vie, comme le jeune garçon dans le livre de Madame Hayat. Donc, c'est après que tout à coup, j'ai commencé à dévorer. Puis alors, Maurice Zermatten, les jeunes n'ont pas lu. S'il fallait commencer par un livre, tu dirais, voilà, on rentre dans la littérature, dans le style et dans finalement ce qu'il a apprécié à travers la littérature, la nature, ou je ne sais pas. Quel livre tu conseillerais pour commencer? Ah, eh bien, il y a un livre que j'aime bien conseiller justement, c'est L'Homme aux herbes. L'Homme aux herbes. Parce que tu veux que je te dise peut-être. Oui, je crois que ici, on ne va pas s'arrêter sur le nombre de livres, puisque je suis avec une amoureuse, une passionnée des livres, donc on va continuer dans ce sens, oui. Merci. Alors, Maurice Zermatten. Alors, écoutez, je pense que pour bien commencer dans son œuvre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des théories sur lui, mais qui n'ont jamais lu un livre, je suis désolée de le dire. Et ce livre-là, il est pas mal parce que, et c'est marrant, c'est l'histoire à l'envers, parce que c'est l'histoire d'un guérisseur, ça se passe dans les années 40, et ce livre, je crois qu'il l'a écrit dans les années 80, lui. C'est l'histoire d'un guérisseur qui voit il habite soin dans la Val d'Airain, et il voit qu'il y a la caisse maladie qui s'installe, et il est devenu inutile, plus personne vient chez lui, tout le monde va aller chez des médecins diplômés. Donc il fait un chemin initiatique jusque dans son mayen à Prawarbock, là-haut, et en passant, il voit toutes les plantes, il revoit sa vie, toute sa vie, ce qu'il a été, toutes les injustices, tous les gens qu'il a guéris maintenant qu'on le traite de charlatan. Il voit toutes les plantes, il y a c'est très naturaliste, parce qu'il y a les plantes, les oiseaux, il nomme tout ça. On est là, il y a la fontaine, et il y a les animaux aussi, il a pris sa chèvre et son chien, et il va mourir d'une manière assez tout seul dans la montagne. Elle a des passages extrêmement beaux, et c'est drôle parce que quand il a écrit ce livre, c'était justement l'époque où on rejetait toutes ces médecines naturelles, et maintenant il vient d'être réédité et toutes ces médecines naturelles
Maintenant, je trouve que c'est un bon moment pour le patient, parce qu'il me semble que les médecins, je ne sais pas comment on dit, allopathiques, je crois, et naturels, se mettent ensemble, ils sont complémentaires. Et ce livre est vraiment, et puis justement, il y a pas mal d'humour, c'est plutôt un livre déiste où on célèbre la nature et la grandeur de... Je me demandais, avec tous ces livres que tu as lus et tout, ce qui m'intéresse, moi, c'est finalement, quand on dit la littérature, il y a différents types de littérature, etc. Toi, c'est quoi ton rapport au style, pas au contenu, vraiment au style des écrivains, etc. Qu'est-ce qui te rapproche de ce que tu crois être la littérature par rapport à ce que tu exclurais de ce genre, disons, naturellement après toutes tes lectures? Moi, j'aime entendre une musique. Par exemple, le livre de Noël Revin, Rapport aux bêtes, je l'ai lu avant. Voilà, je l'ai lu avant qu'on en parle, et dès les premiers mots, j'ai entendu la musique de la phrase, j'ai envie de... On voyait qu'elle avait fait du latin puis qu'elle avait scandé. Ça, c'est un livre qu'on peut conseiller tous les deux. Genre Noël Revin, Rapport aux bêtes, et on sort de là, alors vraiment, elle a dû faire un travail stylistique, mais absolument incroyable, je pense, sur ce... Mais ça se sentait pas, c'est justement ça, quand on sent que c'est comme, même si elle avait inventé un langage, ce langage était tellement musical qu'il n'était pas forcé, on entrait dedans. Et moi, j'ai adoré ce livre à cause de ça. Ça, c'est vraiment le style qui fait, elle prend la chair de la parole de ces paysans, etc., de manière absolument incroyable. Alors c'est quand il y a peut-être aussi une cohésion entre le style et le sujet, parce que c'est un magnifique style, et puis que disons que la trame ne tient pas. Parce que là, elle a dû se forcer à avoir ce... Est-ce que c'est vraiment... Je me suis demandé si c'était vraiment son style, ou si elle a tellement voulu que le style se rapproche du contenu qu'elle a créé cette forme-fond réunie incroyable. Moi, je crois pas. Je crois justement, c'est pour ça que j'ai aimé, parce qu'on sent pas une volonté d'inventer. Et je crois que... moi, j'ai mis ça sur le fait qu'elle était professeure de latin, et puis que peut-être qu'elle avait scandé des choses. Parce que moi, j'entendais cette musique. Et peut-être j'aurais pas aimé comme ça si j'entendais pas cette musique. Alors maintenant, tu as choisi ce métier de libraire. Alors, j'aimerais que tu nous expliques pratiquement, comme on dirait que le jardinier jardine, etc. C'est quoi le métier de libraire? Les petits détails que tu nous exposes en 2-3 minutes. Qu'est-ce que fait un libraire dans la journée? Comment il travaille, et voilà, un peu rapidement, quoi. Alors moi, je pense que j'aime ce métier parce que je crois qu'il y a 2 qualités qu'il faut avoir pour aimer ce métier, c'est qu'il faut aimer les livres et aimer les gens. Donc moi, j'aime assez les deux. Alors, donc là, juste pour rappeler, elle a ouvert sa librairie le 5 mai 1983, je crois. Je me suis un peu préparé. Donc il y a 42 ans de ça, pratiquement, on arrive là. Alors voilà, je me suis interrompu, mais c'est juste pour dire, après 42 ans, qu'est-ce que c'est le métier de libraire? Mais c'est tellement bien, comment vous dire? Parce que moi, justement, c'est pour ça qu'il faut aimer les livres. Parce que quand on aime les livres, après, on a envie de les partager. C'est une question de partage. Parce que moi, quand je lis un livre, par exemple, je dis, ah tiens, ça pourrait plaire à Stéphane, en le lisant. Mais il ne faut pas croire que c'est que moi qui fais ça. C'est que le lecteur, il fait la même chose avec vous. Et puis, ce que je trouve très mystérieux, le lecteur, il vient vous dire, ah, mais vous connaissez ça. Ah d'accord, le rapport, la relation réciproque. Il y a une relation de partage. On se partage les livres qu'on aime. Et puis, ce qui est alors très mystérieux, ça, j'ai encore pas compris, c'est qu'il y a avec certaines personnes une parenté de lecture, mais qui est souterraine et qui correspond, à mon avis, à rien de rationnel. C'est des gens qui n'ont peut-être pas la même formation que vous, pas le même milieu, qui n'aiment pas les mêmes choses. Et le lecteur devient prescripteur du libraire, à l'envers. Oui, alors. Exactement. De temps en temps, tu commandes un bouquin parce que tout d'un coup, tu as tel Maurice ou Patrick qui vient te voir et qui te dit... Celui qui m'a dit, tu n'en as pas encore un comme ça. Je dis, puis toi, qu'est-ce que tu as lu? Ah d'accord. Et puis ça me plaît. C'est ça que je comprends, ce mystère, qu'il aime les livres, que la personne aime les livres que vous lui recommandez, et que lui, vous aimez en retour ce qu'il vous propose. C'est mystérieux, c'est un compagnonnage mystérieux de livres. D'accord. Donc ça, c'est une partie, c'est la relation. Alors ça, c'est la crème. La crème, voilà. C'est la crème de lire des livres, de les découvrir. Il y a aussi une autre chose qui est passionnante. Et moi, justement, c'est pour ça que je trouve que c'est aussi le plus... Pour moi, c'est vraiment le plus beau métier du monde. Parce que ça nourrit votre curiosité. Il n'y a pas que la littérature. Des fois, j'ai des dadas. Je suis intéressée par
par la gym, ou je sais pas, un truc spirituel, ou un truc où j'ai une difficulté particulière, où je veux apprendre n'importe quoi, une langue, un truc, vous savez tout à portée de main. Et là, vous marchez dans la librairie, il y a ce livre-là, vous dites, c'est quoi ce truc? Vous le tournez, vous avez envie de le prendre. Mais ça nourrit tous les domaines qui pourraient vous interpeller. Et on est toujours au fait de l'actualité. Vous ouvrez un carton, qu'est-ce qu'il y a? On a déjà eu un livre du nouveau pape, on ne sait pas qui c'est, au moins il y en a. Enfin, vous avez déjà, on se demande comment ça s'est pu. Et ce qui est génial aussi, c'est que ça, c'est pour ce qui est génial. Ce qui est génial, c'est aussi qu'il y a des débats incroyables dans ces livres. Vous êtes, ça nourrit. L'aspect rébarbatif. Alors, l'aspect rébarbatif, c'est qu'il faut. On reçoit tous les jours une montagne de livres. Et tous ces livres, c'est compliqué aussi parce que tous les livres qu'on reçoit, on doit les payer. Même s'ils arrivent en nouveauté, qu'on peut les renvoyer. Mais dans un premier temps, on les paye. Donc après, on a tellement de livres que si on gardait tout ça, on ferait faillite, on ne serait plus là. Donc il faut faire un choix, il faut faire toujours des choix, ça c'est encore assez plaisant de faire le choix, mais c'est rébarbatif parce qu'il faut reprendre les livres, aller voir dans toutes les bibliothèques, les trier, les mettre, faire des cartons, heureusement que je suis aidée pour ça, et puis renvoyer ces livres, ça c'est embêtant. Par contre, ce qui est très très bien aussi, c'est que tous les jours presque, on reçoit des représentants, parce qu'autrement c'est trop vaste, il y a trop de livres, il y a 1000 nouveautés par semaine, on reçoit des représentants qui à la langue vous connaissent et vous disent, ah pour ta librairie il faudrait prendre ça, ça et ça, et ça fait un tri, et ça c'est aussi... Alors j'ai vu un chiffre, 300 mètres carrés, 50 000 livres, c'est quelque chose de réel, de concret, oui. Etc. Donc on entre dans la liseuse là... tout près d'ici, et on est confronté à 50 000 livres. Oui, alors. Mais ça s'est pas fait comme ça, justement. non, mais aujourd'hui, c'est à peu près ça. Aujourd'hui, oui, c'est ça. Ouais. Bon, j'en ai un petit peu moins maintenant, parce qu'il faut justement beaucoup trier, qu'il y en a tellement qu'on est submergé. Des fois, on est pris à la gorge. Vous avez tout ça, vous savez pas lequel choisir. C'est aussi pour ça que peut-être les gens viennent vers nous, parce que c'est devenu tellement immense que c'est difficile de créer un chemin, même si on sait un peu ce qu'on veut. Je me suis demandé, j'ai un petit billet là sur... Je me suis demandé si, à un moment donné, peut-être dans tous ces livres, il y avait eu un que tu as refusé de l'avoir dans ta librairie, de le vendre, etc. Tu dis non, on propose ça, mais non, celui-là, j'ai pas envie qu'il soit dans ma librairie. Est-ce que c'est arrivé ça ou bien pas? C'est-à-dire que si ça avait pu arriver, j'ai toujours pris les livres. Tout doit... Même si j'aime pas certains livres... Donc il n'y a pas eu un refus idéologique non, j'ai toujours pris, même si j'ai pas fait le... Alors après, on peut ou pas faire l'article, mais j'ai toujours fait attention à avoir les livres même parce que je trouve que c'est ça, c'est pas moi qui vais lire le livre, il faut que le débat puisse avoir lieu d'abord. Je ne veux pas avoir que des livres d'un certain genre, il faut qu'il y ait... Comme dans les dissertations, la thèse, l'antithèse et la synthèse, c'est que les gens puissent faire ça. Et je fais toujours attention sur mes tables d'actualité qui est justement des livres des deux bords quand il y a deux bords, pour que le lecteur puisse se faire une idée. Parce que c'est facile de dire, c'est souvent quand même en lisant qu'on commence à connaître le sujet ou à réfléchir et à voir que c'est pas tout à fait comme on l'avait imaginé au début. Pour moi, c'est hyper important. Donc, comme libraire indépendante, à un moment donné, un de tes combats, ça a été celui le prix du livre. Pourquoi c'était à tes yeux tellement important d'avoir ce prix unique du livre? Eh bien, c'était parce que c'est arrivé au moment où il y a la FNAC qui est arrivée en 2000, comme en France, c'est exactement le même problème. La FNAC est arrivée et il y a eu une sorte de concurrence entre les grandes chaînes de librairie. Donc, c'est ni l'une de ces chaînes ni l'autre, c'est le combat qu'elles ont eu entre elles parce qu'elles avaient peur de l'autre. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont commencé à casser le prix des livres, c'est-à-dire à prendre les produits d'appel, les livres qui marchaient, pour les faire des rabais de 20% ou des trucs comme ça, mais sur les produits d'appel. Et le libraire, il ne peut pas faire ça, parce qu'il ne peut pas se permettre, il n'y a pas des gens derrière, vous êtes seul à bord, et puis si vous n'arrivez pas à payer vos factures, vous disparaissez. Donc il y a eu, à ce moment de cette arrivée, il y a eu 50 librairies en Suisse, en Suisse romande surtout, parce que les Suisses alémaniques, c'est encore un autre système, qui ont disparu en Suisse. Et là, c'est un truc que j'ai eu envie, je m'étais engagée pour d'autres choses, j'ai eu envie de m'engager pour ça, en disant non,
il faut qu'on survive, c'est pas possible. Et comme en France, avec la loi langue, ils avaient réussi à faire que les librairies indépendantes résistent, on a pensé qu'on pouvait faire la même chose en Suisse et on s'est battu pour ça. On s'est pas si mal battu puisque la loi a été acceptée. Il y a eu les deux chambres qui ont voté cette loi. Mais après, il y a eu un référendum et le peuple n'a pas accepté. Mais aussi, de nouveau, un peu à cause de la Suisse alémanique, qui avait, elle, un autre système, parce que la Suisse alémanique dépendait de l'Allemagne et nous, on dépendait de la France. Ils n'avaient pas tout à fait les mêmes accords. Tu accueilles de temps en temps souvent des écrivains. Je veux juste parler de cet événement qui a un peu fait fureur ici. C'était la venue de Sylvain Tesson, qui, avant qu'il vienne, ça a été critiqué par rapport, etc. Toi, tu as eu vraiment une position là très très ferme. Dis-nous ce qui t'a animé et qui a fait ensuite que tu n'as pas eu aucun doute d'accepter Sylvain Tesson et qui a eu un succès là tout près d'ici, avec une foule de gens qui... Comment tu as vécu cette séquence? D'abord, quand j'ai su, parce que pour moi, Sylvain Tesson n'était pas du tout un écrivain d'extrême droite, de droite certainement, mais en tout cas, il ne faisait pas l'apologie de l'extrême droite. Donc, je me suis dit, et puis quand j'ai vu comment c'était parti aussi, parce que d'abord, j'ai vu que ça partait de la France et que c'était lors d'un festival de poésie, là, qu'on avait commencé à s'attaquer à lui. Puis j'ai pu comprendre aussi pourquoi on s'attaquait à lui, parce que ce festival de la poésie, c'était justement pour un peu mettre en avant les jeunes auteurs qui étaient moins connus. Et voilà qu'on le choisit, lui, pour être le président. J'ai compris que ça pouvait irriter. Mais de là à le traiter d'écrivain d'extrême droite et de faire... Moi, ça m'a fait peur, parce que c'était comme si l'index revenait, on disait on va vous punir, puis punir de quelque chose c'était la chasse aux sorcières, parce que j'ai jamais pensé, jamais pu penser, on était plusieurs comme ça à penser qu'il était vraiment extrémiste. Et moi j'ai toujours été très frappée, et depuis que j'ai 15 ans, j'ai été extrêmement frappée, et c'est quelque chose qui m'a dérangée, c'est par la malhonnêteté intellectuelle. Sortir des phrases du contexte pour faire dire des choses qui ne sont pas. Et là, j'ai trouvé que c'était ça. D'autant plus que les jeunes socialistes, c'était les jeunes socialistes, dans ma tête, ils avaient voulu, je pense, ils avaient vu ce qu'avaient fait les Français, ils voulaient faire la même chose sans connaître. On voyait qu'ils n'avaient pas lu l'œuvre. Enfin, ça se sentait, ça se voyait. Ils voulaient faire quelque chose. Je peux comprendre que quand on est jeune, on veut y aller et tout, mais il faut se renseigner, ça, il faut d'abord savoir. Et puis à part ça, je pense aussi que tous les deux, on peut conseiller la lecture de Tesson, qui a une plume fantastique, indépendamment de certaines positions politiques. Je crois que là, on est dans la toute autre registre. On ne peut pas tout mélanger à ce point-là. C'est exactement ça. Et puis je crois que Tesson, il faut le lire. Il y a un autre combat, c'est le combat associatif au niveau des librairies indépendantes. Pourquoi aussi ce souci de la collectivité des métiers de libraire indépendant? Pourquoi ça t'a tenu à cœur à travers ta vie de libraire? Mais moi, je suis quelqu'un d'assez indépendant. J'ai pas tellement envie d'avoir... Mais il y a une association, justement. Mais j'ai fait partie, oui. Mais justement, pourquoi? Parce que justement, on s'est mis ensemble, parce que c'est difficile, franchement. On est toujours sur le qui-vive. Hein. Moi, pendant 42 ans, j'ai toujours réussi à continuer, mais ça n'a pas été toujours un long fleuve tranquille. Hein. Il y a des périodes où j'ai eu peur, où on est toujours à la... par exemple, maintenant, c'est une période beaucoup plus calme. Il faut s'adapter, il faut faire des trucs. On apprend avec le temps, mais au début... Moi, j'ai géré ça un peu comme un ménage, il y a des entrées, des sorties, et puis quand vous avez plus de sorties que d'entrées, vous commencez à être alarmé, mais il y a la banque et vous. Mon seul maître, c'est la banque, si ça va bien. Alors, pourquoi l'association? Alors, parce que l'association, on arrive à on se donne des adresses, on n'est pas concurrents, on est ensemble. Donc, on se refile des trucs, tout à coup, on a une adresse au Canada, on partage les mêmes problèmes, on essaye de résister ensemble, et ça nous... On n'est pas comme ça, on se met ensemble, on est beaucoup plus fort quand on est dans la même, qu'on a la même philosophie. Donc c'est pour une augmentation du réseau, une amélioration du réseau.
C'est quoi où tu te dis, non, ça a quand même été quelque chose d'utile, soit pour moi individuellement, soit pour moi collectivement, et que s'il n'y avait pas eu cette association sous cette forme-là, les choses auraient été moins bien. Oui, parce que si vous êtes seul à crier dans le désert, vous êtes seul. Quand une voix s'unit et puis qu'il y a 20 voix au lieu d'en avoir une, vous risquez d'être mieux entendu. Donc ça, et puis on partage, et puis on met nos expériences ensemble, ça fait qu'on devient aussi plus fort que si on est tout seul dans son coin, et on s'encourage aussi dans les moments difficiles. Alors là, je me lance dans un petit truc d'actualité. Je ne suis pas tout à fait sûr de ce que je dis, je crois que mes renseignements sont bons, mais je ne suis pas certain là. Donc on aura un nouveau collège à Sion qui est au mois de construction là, et puis on me dit, enfin je pense que c'est quelqu'un qui est bien informé, mais je ne sais pas, on me dit que semble-t-il dans ce collège-là, il n'y aura pas de bibliothèque. C'est pas prévu actuellement de bibliothèque, donc avec des livres, etc. C'est quoi ta réaction de libraire par rapport à cette information qui pourrait être démentie par Christophe Darbelé ou je ne sais pas, mais ça serait quoi ton approche? Est-ce que tu te dis que dans des établissements éducatifs, il faut y avoir une bibliothèque, ou tu te dis non, il y a quand même des librairies, etc., et puis qu'on ramène les étudiants dans les librairies? Je me suis demandé comment tu avais cette approche-là, puisque le livre, pour toi, c'est tellement important. Alors écoute, je n'ai pas du tout entendu ça, mais moi, comme je suis quelqu'un d'optimiste, je suis sûre ils en auront assez vite le besoin et qu'ils reviendront sur cette décision. D'accord. Pour toi, c'est une évidence, bibliothèque et école. Écoute, j'ai tellement vu, par exemple, les deux collèges, ici et La Planta et les Creusets, qui se sont battus pour avoir justement un prix des collégiens, qui ont fait lire des livres, mais ça, de notre temps, ça n'existait pas. Ils ont fait lire des livres de littérature suisse, ils sont ouverts à ça, ils enseignent la littérature. Si on avait des collèges que scientifiques, peut-être, mais comme dans ces collèges, moi, ça m'étonnerait que ce soit une idée qui persiste. D'accord. Je suis presque sûre que... Nous sommes convaincus l'un et l'autre qu'il faut une bibliothèque au collège, ou bien. Oui, convaincus. Non, si jamais c'était vrai, mais... Ça m'étonnerait beaucoup. Bon, alors maintenant on va parler de la chaîne du livre. La chaîne du livre, donc il y a l'écrivain, il y a l'éditeur, il y a l'imprimeur, il y a le distributeur, il y a le libraire. Et puis, je prends souvent cette comparaison du vigneron avec l'encaveur, le commerçant, etc., le grand distributeur. Comment tu reçois la critique de l'écrivain qui se dit, mais moi, dans cette chaîne du livre, où j'ai un livre à 10 francs, moi, écrivain, je suis indispensable, autrement le livre n'existerait pas, et puis on me donne peut-être mon franc. Péniblement acquis par rapport à d'autres qui sont dans la chaîne, dont la part de ce petit gâteau de 10 francs, c'est un petit gâteau, hein, des petits gâteaux de 10 francs, et il est distribué. C'est quoi ta position par rapport à ça? C'est qu'on est interdépendants les uns des autres, et puis s'il n'y avait pas cette chaîne du livre, on ne serait le pauvre auteur actuellement, il n'aurait aucune chance de se faire entendre à cause de... Bon, il n'a pas beaucoup entre toi et moi. Que l'auteur, il y a quelques auteurs, mais on peut dire que c'est un acte, je ne sais pas comment dire, mais est-ce que c'est un acte commercial? Non, mais c'est ça le problème. Mais pour être entendu, il doit passer... Parce que l'auteur ne se rend pas compte de ce qui se passe en librairie en ce moment. Alors, il faut l'expliquer. Alors, il y a 1000 nouveautés par semaine en langue française. Je ne sais pas si tu imagines. Alors qu'avant... Hier soir, j'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai, j'étais très étonné qu'en Suisse romande, 1800 livres chaque saison. En tout cas, mais... Alors, je trouve que c'était déjà énorme. Enfin, mais c'est ça. Alors, 1000 livres chaque semaine. Donc... Alors, mais ces livres, d'ailleurs, l'écrivain peut faire l'essai. Il publie à compte d'auteur, alors dans un premier temps, il va peut-être publier, il va gagner plus d'argent puisqu'il n'aura aucun intermédiaire, mais il aura vite fait le tour et il n'y aura pas quelqu'un forcément à Neuchâtel, à Lausanne ou à Fribourg qui mettra ses livres à la vente. Donc, il va rester isolé dans son truc, il aura fait 2 ans pour écrire son livre, il aurait fait des efforts pour trouver un éditeur, il ne l'aura peut-être pas trouvé puisqu'il est à compte d'auteur, donc et après il ne sait pas faire, c'est un métier de savoir vendre un livre, c'est un métier de savoir fabriquer un livre, c'est un métier de tout ça, pour que le livre soit fini comme ça,
il faut en avoir vendu des milliers déjà pour qu'ils sortent en folio et en poche. Donc, on est tous interdépendants de la chaîne et, et franchement, l'éditeur, l'auteur déjà, il gagne des peanuts. L'éditeur, il ne gagne pas grand-chose. Le seul qui peut-être gagne un peu plus, c'est le diffuseur-distributeur, mais encore, il faut qu'il installe des locaux, il faut qu'il forme des gens. Si le distributeur, c'est celui qui n'a pas de représentant pour présenter son livre. Si le distributeur n'a pas une équipe de représentants qui va dans chaque librairie, qui raconte le livre, qui dit vous me le prenez, qui fait l'article de ce livre, eh bien l'auteur, il a pratiquement aucune chance de se faire entendre. Et puis vous pouvez demander... Quelle est ta réaction quand je vois ces TikTokers et youtubeurs qui disent voilà, moi, cette nuit, j'ai bien dormi, je vais sur mon site et je me rends compte que le livre que j'ai écrit hier en 10 minutes m'a rapporté 500 francs ce matin à travers la technique Amazon et la technique de production automatique par l'intelligence artificielle, des livres de cuisine, des livres, enfin un peu tout. C'est quoi, comment tu ressens ça dans ce nouveau monde qui semble nous... Ben, moi, je ne sais pas trop, c'est vrai que ça fait un peu peur, mais je crois encore en l'intelligence humaine première, et je vois, je sais pas, j'ai essayé dernièrement de regarder ce que proposait l'intelligence artificielle par rapport à une situation. J'ai d'abord été un peu enchantée, et puis après j'ai mis à l'épreuve un peu, j'ai vu que c'était un peu du... Et puis après j'ai fait le texte, et puis il me semblait que l'effort était quand même nécessaire. Et, mais bon, peut-être, c'est génial, il faut juste peut-être, moi je me dis, c'est toujours pour tout, quand on a une nouveauté, on a peur que ça envahisse tout, et puis finalement, l'esprit humain est assez, quand même assez raisonnable quelquefois, et puis si on sait vraiment bien l'utiliser, je pense que c'est peut-être une chose incroyable. Et puis dans cette chaîne du livre, bon, tu es confronté à tous ces acteurs, etc., mais comment tu dirais ta relation avec l'éditeur? Parce que c'est aussi un métier difficile, il doit rentrer dans le marché, il doit choisir des livres, etc. Comment tu as ressenti ça? Ben maintenant, c'est un petit peu plus compliqué parce que justement, tout le monde veut écrire. Et puis maintenant, il y a un petit problème parce que justement, les éditeurs sont subventionnés. Alors, justement, est-ce que ça, c'est un problème, les subventions des éditeurs? C'est pas un problème s'ils choisissent bien leurs livres, mais c'est un problème parce que maintenant c'est difficile, tout le métier du livre en ce moment est plus difficile pour des raisons, plusieurs raisons que tu as évoquées, et puis aussi par à cause de la période dans laquelle on vit. Mais s'il continue à faire son travail, parce que le travail de l'éditeur, c'est de choisir, et souvent il a une ligne, il y a des maisons d'édition, la plupart elles ont une ligne très précise, et puis elles n'acceptent que des livres qui entrent dans cette catégorie. Et des fois c'est tellement difficile pour eux aussi, et puis des fois peut-être que c'est aussi une question de survie, de prendre des textes qui sont peut-être pas aussi bien qu'ils espéraient. Mais pour dire crûment, est-ce que tu penses qu'il y a trop de livres publiés? Moi, je ne sais pas d'où ça vient, mais je trouve qu'il y a beaucoup de livres qui sont publiés, et je ne sais pas comment on va faire, parce qu'il faudrait quand même freiner ça, parce que ce n'est pas possible. Il y a des livres qui font que venir et partir. Hein. Ils arrivent, et puis, je ne sais pas, un mois ou 2 mois. Normalement, on les garde 3 mois, mais même... Est-ce que l'une des causes serait par le fait que ces éditeurs savent qu'ils peuvent obtenir finalement une subvention d'impression, etc., assez facilement, et donc finalement leur risque il pourrait être limité puisqu'ils auraient couvert les prix de revient d'impression, etc., et que finalement ils ont presque intérêt à avoir trop de livres sur le marché? Alors moi je pense pas, parce que je pense pas que c'est ça qui leur fait, c'est pas pour cette raison qu'ils en publient beaucoup, parce que s'il y a beaucoup de livres sur le marché, il y a une grande concurrence aussi, qui s'est pas dit que ce soit les leurs. Moi je sais pas, chacun en ce moment est confronté à cette histoire. J'ai juste une question encore en amont, avant de parler de l'éditeur qui fait comme il peut puis qui doit survivre. Moi, je pense aussi que tout le monde maintenant veut absolument être publié. C'est un truc, les gens, maintenant, c'est une mode, on écrit un livre. Et quel que soit alors, il y a des livres qui méritent d'être publiés, enfin, voilà. Mais c'est finalement le public qui décide ce qu'il a envie de lire.
Regardez, maintenant, il y a deux sortes de littérature. Il y a la littérature style les grands auteurs, Musso, etc., qui sont une littérature beaucoup plus populaire. Puis il y a une littérature très littéraire, et il y a ces deux mondes qui se côtoient. Et dans la littérature très populaire, on ne peut pas dire que les gens ne lisent plus, puisqu'ils publient à des millions d'exemplaires. Donc les gens lisent, mais ils lisent beaucoup plus facilement des livres plus faciles à lire. Et voilà. Mais il y a des auteurs qui voient ce succès, qui veulent essayer aussi. Un Dicker, comment il a fait? Donc maintenant, il y a énormément de romanciers qui écrivent des livres policiers. Parce qu'ils pensent que ça va marcher. Tout le monde se dit « Ah, mais moi aussi, je vais écrire. » Et peut-être que c'est là le problème. Alors peut-être qu'il faut que des gens... Et de quel droit on dit que... Enfin, j'en sais rien, moi, c'est compliqué pour moi aussi. Justement, je me disais que si tu étais une fée, tu avais une baguette magique par rapport à tout ce que tu connais du livre, de ta vie dans la librairie, ça serait quoi que tu voudrais faire surgir dans le monde par rapport au livre? Bon, j'espère... Pardon, excusez-moi. Juste toujours une grande variété quand même, mais quand même que peut-être qu'il y ait, je sais pas, que tout le monde devienne un peu plus raisonnable. Ça commence par l'auteur, ça commence par l'éditeur, ça commence par le fournisseur, et ça commence par le libraire qui doit faire des choix aussi. Hein. On a de la peine à faire des choix, moi aussi j'en prends trop. Je prends beaucoup trop de livres, parce que tu te dis, peut-être qu'il faut quand même qu'il y ait du... Donc les exigences dans toute cette chaîne, pour toi, elles ne sont pas assez fortes finalement, et que peut-être on a un laisser-aller trop grand, alors tant dans l'écriture que dans les décisions d'édition, de publication et de choix des libraires et de distribution. Ouais, je pense qu'il faudrait essayer d'avoir une ligne précise, mais tout le monde devrait essayer d'avoir une ligne. Non, mais toi, par exemple, tu as choisi dans ta librairie d'avoir une librairie généraliste. On peut dire on trouve de tout. On peut dire ça. Donc, tu aurais pu aussi te dire à un moment donné, ah, mais je décide de me limiter soit à un contenu, soit à des qualités que toi-même tu aurais dit non, je sais pas. Oui, bon, moi je veux pas, qui suis-je pour dire que les autres, mais... Donc laissons pas le marché. Voilà. Moi, personnellement, je suis des fois ennuyée parce que les gens ne se rendent pas compte. Ils viennent, ils veulent que tu prennes leurs livres, je les prends en général, mais je ne peux pas tout le temps en faire plus, parce que c'est le lecteur qui juge, et peut-être qu'il y a des gens qui devraient se dire, bon bah écoute, j'ai écrit des livres, ils n'ont pas marché, il ne faut pas penser que c'est parce qu'on ne l'a pas mis à 120 ou ceci ou cela, il faut croire que j'arrive à un moment où il y a trop de choix, où le mien n'a pas su attirer pour une raison ou pour une autre, et puis pas en faire, je ne sais pas, moi, je me suis quand même posé cette question dans l'acte d'écriture. Il me semble que écrire en soi, l'acte de le faire est quelque chose de... Dans la position de l'écrivain, tu dis. La position, c'est quelque chose d'incroyable, de jouissif, d'extraordinaire, qui procure une grande joie. Ça, je comprends. Par contre, une fois qu'on a écrit, déjà cette grande joie, elle devrait... Intime, et c'est souvent intime, elle devrait déjà... donner une grande satisfaction. Alors, par les temps actuels, c'est tellement dur de se faire publier que peut-être d'accepter que c'est peut-être pas le moment, que pourvu que cette personne ait cette joie. Mais la personne qui écrit, elle aimerait qu'elle soit lue par d'autres, elle aimerait partager cette émotion qu'elle a vue avec d'autres. Je comprends ça aussi, mais en ce moment, je ne sais pas ce qu'il faut faire parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de gens qui écrivent. Et quelquefois, quand même, alors... Ils ont la place, il n'y a rien qui est réglementé. Mais comment faire? Parce qu'il y a certainement, ce qui est embêtant, moi j'ai tout à fait conscience, parce que je t'ai dit qu'on faisait des retours, et j'ai tout à fait conscience que dans ces retours que je fais, je retourne des livres par ignorance. Et je me dis, j'en repêche des fois un ou deux. Mais je les renvoie parce que je ne les ai pas lus et que je n'ai pas le temps de les lire et que je ne peux pas tout lire, c'est pas possible. Donc, et une libraire, on dit que les éditeurs, des fois, ils lisent la première page, quelque chapitre au hasard avant de se fondre dans tout le livre, etc. Toi, naturellement, quand tu es bibliothécaire, tu ne peux pas tout lire, mais est-ce que tu t'autorises finalement à lire 2 pages et abandonner le livre? C'est quoi ton rapport par rapport à la lecture finalement?
Mais tu viens de citer Pénac. Voilà, et Pénac ça... qui dit qu'on a tous les droits. Oui, justement, et j'avais oublié. Puis moi, je lis comme une... Souvent, j'ai lu comme une écolière, et puis j'ose pas sauter, parce que si je saute, j'ai l'impression que je vais perdre quelque chose, ou que j'ai loupé quelque chose. Alors je dis non, sois audacieuse, tu sautes un bout, puis après, je pas quoi. Alors, je reviens, donc c'est pire. Mais dernièrement, il y avait un livre que j'aimais beaucoup, que je me dis, j'arriverai jamais au bout, justement, pour en parler un peu. Et je me suis rappelé que Pénac avait dit on a le droit de sauter des pages. Et ça m'a fait un bien fou. Et depuis quelque temps, je ressaute des pages. Mais c'est vrai qu'un éditeur, je ne sais pas comment, quelqu'un qui est là dans le métier, eh bien, aux premières phrases, il sent, comme on a discuté avant du livre de Noël Reva, tout de suite tu sens si c'est facile, si ça coule, si c'est original, si ça apporte quelque chose de plus. Je pense que l'éditeur, il sent ça assez vite. Et là, par exemple, le livre de Noël Reva, nous le recommandons. Le livre de Noël Reva, on le recommande à fond, Rapport aux bêtes chez Gallimard. Tu l'as immédiatement conseillé. Ça se passe comment après, quand toi, libraire, tu es tombée amoureuse de cette écriture, de ce livre? Comment tu approches le vagabond des livres qui pénètre à la liseuse? Mais écoute, alors moi j'ai eu beaucoup de chance pour ce livre parce que je l'ai lu avant, parce que j'avais une dame qui m'a dit « Ah, c'est ma nièce ». Et je l'ai lu avant que tout le monde le lise. Ah d'accord. Alors j'avais aucun préjugé et c'est pour ça qu'après j'étais très contente d'avoir adhéré à tout le bien qu'on lisait de ce livre. Parce que d'autres fois, c'est vrai, quand tout le monde le lit le même livre à la fois, j'ai des réticences à lire, je sais pas, ça me donne moins envie, je suis moins spontanée. Alors des fois, et après si j'aime vraiment. Alors un livre où tu te dis, mais le nom d'une pipe, moi libraire, je l'ai adoré, j'ai essayé de conseiller, puis finalement ça n'a pas pris, la sauce n'a pas pris. Je vais être un petit peu... Tu as un livre en tête dans cette catégorie-là, parce qu'après je vais te donner l'envers du... Voilà, alors moi je vais être un petit peu présomptueuse, mais en général quand j'aime un livre, je raconte assez à la personne parce que j'ai peur de tomber dans quelque chose qu'elle vit ou un traumatisme qu'elle a, puis de ne pas savoir. Et puis, alors je raconte aussi pour qu'elle me dise. Et j'ai justement lu un livre incroyable qui s'appelait Les cloches jumelles. Les cloches humaines. Les cloches jumelles. Ah, jumelles, pardon. Et c'était un livre qui se passe en Norvège, absolument incroyable. Mais ça commence un peu d'une drôle de façon. Puis je me suis dit, mais c'est quand même très romanesque. Est-ce que je vais oser? Est-ce que c'est que moi qui ose? Alors là, je me rappelle, j'ai été un pas de loup, mais je me suis dit que c'était un livre qui pouvait plaire à des gens littéraires. Donc j'ai un peu ciblé les gens. Et ils sont tous revenus enchantés, ils ont fait connaître, ça fait boule de neige. Donc c'est pas toujours comme ça. L'auteur? Lars Bitting, M-Y-T-I-N-G. Les cloches jumelles. Chez Actes Sud. Puis alors l'inverse, où tu te dis, non, d'une pipe, ce livre-là, moi je l'ai lu, mais vraiment, ma personnalité fait que j'ai pas pu l'accepter, etc. Et tout d'un coup, tu vois les gens fondre dessus dans ta librairie, en te disant, ouais, en tout cas, il a été aimé, moi, je suis tombé à côté. Alors ça arrive souvent, mais... par exemple. Par exemple, enfin, je ne l'ai pas lu, je ne sais pas parce que je ne les lis pas, mais quand on voit tous ces succès, par exemple, de La femme de ménage ou des choses, c'est des livres tellement plaisants pour les gens. Mais moi, je sais que ça, je n'ai pas besoin de lire. Enfin, ça ne va pas m'apporter beaucoup. Alors, je ne dis pas que je ne l'aime pas parce que je ne l'ai pas lu. Mais tous ces grands auteurs-là, moi, je ne lis pas. Et ils ont un succès, ils n'ont pas besoin de moi, ceux-là. Donc, je ne les lis pas. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'il est dans ta librairie? C'est évident que ce genre de livre doit être là, dans le sens que tu vas le vendre, mais c'est le représentant, puisque toi, tu ne l'as pas lu, c'est le représentant ou un de tes mais on se rend collaborateurs, collaboratrices? Après, tu as tellement de métiers depuis tellement longtemps, tu vois les collections, tu vois les auteurs, tu vois tout, tu vois si c'est facile. Et moi, si tu veux, j'ai juste une ambition. La seule que j'ai quand je conseille un livre, c'est de faire plaisir à la personne qui est en face de moi. Donc, c'est pas de quel droit je lui dis tu dois lire ça ou tu dois lire ça. Chez moi, j'ai aimé ça. Puis je raconte un peu pour voir s'il aime. Ce livre-là, il l'aime, mais je ne vais pas lui gâcher son plaisir. Je ne vais surtout pas entrer en disant tu ne dois pas lire ça, lis plutôt ça. C'est pas moi qui vais le lire, c'est la personne-là. Puis alors, tes collaborateurs, tes libraires qui sont là, ils viennent de temps en temps avec un livre en disant, nom d'une pipe, moi par hasard, j'ai lu ce livre, je crois qu'on pourrait le mettre en avant. Il y a aussi cet échange à l'intérieur de la librairie. Ah, mais bien
bien sûr, tu sais, maintenant on a fait un site de vente en ligne et puis on a fait une petite bibliothèque où chacun a sa bibliothèque, on a nommé ça. Les libraires? Oui. Ah, d'accord. Alors tu vas Ça, donc c'est sur laliseuse. www.laliseuse.ch et dans la librairie, on a notre sélection et chacun a une petite armoire, une petite, petit livre comme ça, où il met ses livres préférés. Parce que justement, avec comme je t'ai dit, avec cette histoire de cousinage de lecture, tout le monde a ça avec quelqu'un, mais c'est avec d'autres livres. Et chacun a son public et c'est ça qui est génial. Mais j'aime bien, moi, rentrer dans la librairie puis demander au libraire quel est le livre vraiment que vous me conseillez aujourd'hui, etc., sans qu'ils me connaissent, etc. Parce que je pense que très souvent, il y a quelque chose qui peut accrocher. Et puis, si tu lis après la 4e de couverture, tu te dis, ça peut tout à fait correspondre à ce que je lis. Et puis alors, est-ce qu'il y a des catégories où tu t'es dit à un moment donné, je veux pas, par exemple la BD, tu n'as pas foncièrement de la BD ou... Oui, alors ça c'est un choix qu'on a fait parce que justement il y avait un magasin de bande dessinée, donc on ne voulait pas aller sur ces plates-bandes-là. En plus, moi j'en avais fait pendant une année, puis c'est très... Il faut vraiment connaître la BD pour... je sais pas, toujours tordu. Ça fait rien, ça va. Il faut vraiment connaître la BD, pardon, parce qu'il y a tellement de choix aussi. Donc moi j'avais pas tellement voulu faire ça. Et puis après, comme il y avait justement des gens qui en faisaient, ben, je trouvais bien que ce soit un magasin spécialisé qui le fasse. Alors on a, nous par exemple, dans ces cas-là, on a ce qui correspond le plus à notre librairie, c'est-à-dire des romans graphiques ou des choses comme ça, mais on ne fait pas toute cette BD qui se vend dans les supermarchés ou dans les grands magasins. On fait des choix aussi là, où maintenant on s'est dit qu'on avait, peut-être on a ouvert un peu. On s'est dit qu'il fallait marcher avec notre temps et puis on a ouvert un peu au manga, on a ouvert à la fantasy, la science-fiction, on a étoffé ça. Moi je rêve de faire encore un rayon d'anglais et d'allemand beaucoup plus étoffé que ce qu'on a en ce moment, mais si on veut faire, il faut faire bien, puis il faut faire bien. Et puis alors peut-être, puisqu'on est ici, tu reçois beaucoup d'écrivains, ou etc. C'est quoi la prochaine qu'on peut annoncer? Je ne sais pas si c'est... les rencontres du vendredi ou... Eh bien, il va y avoir, cette fois, il va y avoir quelque chose, je pense, qui peut toucher beaucoup les Valaisans, c'est qu'il va y avoir le vernissage de la Grande Dixence, d'un nouveau livre sur la Grande Dixence. Et c'est une historienne, Brigitte Calver-Matten, qui a fait ce livre et qui a eu accès aux archives secrètes de Grande Dixence. C'est un grand livre ou bien c'est un grand livre. Des photos, etc. Oui, et qui a l'air vraiment bien. Et je me suis un peu plongée dans ces documents de la Grande Dixence. Je me dis, mais c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. C'est pour quand ça va tout le 4 juin. Alors le 4 juin, on sera à la librairie La Liseuse. Et puis je dis merci pour ce moment Françoise et d'avoir accepté cette invitation pour notre numéro 88. Merci beaucoup. Je m'excuse à la fin un peu, les images, on est un peu voilà, mais peu importe. En tout cas, le discours était très important et puis je pense qu'on aura écouté et entendu ce qu'a voulu transmettre de la librairie et du livre Françoise Berclat-Zermatten. Merci beaucoup.